D'avoir répondu présent pour cette conférence de presse au cours de laquelle nous allons vous présenter avec monsieur le rapporteur, mon cher Dany Wattebled, donc sénateur du Nord, les recommandations et les conclusions de notre rapport adopté hier à l'unanimité par nos collègues. Je salue la présence de Karine Daniel, qui était membre de cette commission d'enquête à l'issue de près de 4 mois de travaux. Alors d'habitude, une commission d'enquête, c'est 6 mois. Là, nous avons réussi le tour de force, les uns et les autres, d'accomplir ce travail extrêmement intense. Alors quelques chiffres clés sur ce sujet ô combien important de la commande publique, les coûts et les modalités effectifs et leur effet d'entraînement sur l'économie française. 160 personnes entendues, 134 organismes auditionnés, 51 auditions plénières à Paris, plus de 90 heures de débat, d'échanges, 3 déplacements à Vannes, à Lille et à Bruxelles, et cette adoption à l'unanimité lors de notre réunion de conclusion hier matin. Je voulais saluer l'excellente entente entre le président et le rapporteur, mon cher Dany. Nous avons marché d'un même pas. Dany Wattebled, pour ceux qui l'ignoraient, est fan de vélo, donc j'emploie souvent cette image du tandem. Nous l'avons réalisé ensemble et avec un objectif qui était partagé très largement par les collègues, c'était mobiliser pleinement la commande publique au service de la souveraineté économique. C'est d'ailleurs le nom du titre, l'urgence d'agir pour éviter la sortie de route, mobiliser et piloter la commande publique au service de la souveraineté économique. Un premier chiffre extrêmement important, la commande publique aujourd'hui dans notre pays, c'est 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros, 2500 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. C'est une politique publique à part entière, nous en avons l'absolue conviction, et qui nécessite aujourd'hui des moyens et politiques et financiers à la hauteur. Donc je laisserai mon collègue rapporteur vous présenter l'essentiel des recommandations. Je voudrais pour ma part m'attarder sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes convenus d'intervenir l'un et l'autre. Tout d'abord, redire que cette souveraineté, elle s'entend à l'échelle évidemment française, mais aussi et surtout européenne, dans sa dimension économique, agricole, industrielle, numérique. On aura l'occasion d'y revenir. Que nous avons également affirmé des objectifs et formulé des propositions concrètes en matière de simplification. J'en détaillerai certaines d'entre elles. Dans les auditions que nous avons conduites, il faut noter les auditions des anciens ministres, Madame Buzyn, Monsieur Haut, et des ministres actuels, Monsieur Lombard et Madame Chapaz. Et tous ces travaux entre les administrations centrales qui ont été représentées lors de ces auditions, les opérateurs économiques, les acheteurs publics, nous ont conduit à démontrer très clairement, mon cher collègue, qu'il y avait un problème de pilotage. Souvent, vous employez cette expression, y a-t-il un pilote dans l'avion de la commande publique? Bien, force est de constater que tel n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus dommageable qu'aujourd'hui, ce sujet dépend très largement de l'Europe. L'Europe et la Commission qui ont décidé de lancer la révision des 3 directives qui encadrent les marchés publics, les directives de 2014, un processus qui a été initié il y a quelques mois et qui va se poursuivre au cours de l'année 2026. Là aussi, mon collègue reviendra sur les orientations que nous proposons, qui sont extrêmement fortes en la matière, pour finalement, à l'instar de ce que les Américains ont mis en place, eux, depuis des décennies, saisir pleinement cet effet levier de la commande publique pour soutenir nos entreprises, en particulier nos TPE et nos PME. Souligner également dans les travaux que nous avons réalisés la consultation des élus locaux de notre pays à travers la plateforme mise en place par le Sénat, 1182 réponses de tous les territoires, de toutes les tailles de collectivités, qui nous ont permis, là aussi, de prendre le pouls du pays en complément des orientations que nous avons pu entendre et des propositions très concrètes lors de nos déplacements. Alors, je souhaitais, avant de passer la parole à mon collègue, vous présenter ici un certain nombre de propositions très concrètes en matière notamment de simplification
et de pilotage par la donnée, parce qu'on le voit bien, quand on parle de soutien aux TPE, PME, quand on parle de souveraineté, quand on parle de transition écologique et sociale, en réalité, tous ces sujets forment un tout. C'est-à-dire que quand vous intégrez des considérations sociales et environnementales dans des marchés, vous avez tendance naturellement, en respectant les règles de la commande publique, à privilégier des entreprises de proximité. Quand vous affirmez l'objectif de souveraineté, vous contribuez à l'accélération des transitions écologiques et sociales, évidemment avec de la relocalisation d'activités, la réduction de l'empreinte carbone, l'optimisation des impacts sociaux. Donc tout cela est absolument indissociable et indispensable. Sur les mesures concrètes, les recommandations, donc nous en avons adopté 67, elles aussi à l'unanimité. Revenir sur un certain nombre d'entre elles. Alors, nous avons parmi les marchés un petit peu emblématiques que nous avons examinés, il y a notamment ceux liés à l'application de la loi Egalim dans les différentes restaurations collectives, où nous avons pu faire le constat que là aussi l'État était défaillant, comme il avait pu l'être aussi dans la gestion des masques, là faisant suite aux travaux réalisés par nos collègues il y a quelques années. Et bien sur la loi Egalim, nous le disons dans la recommandation numéro 9, nous exigeons de l'État et de ses opérateurs le respect plein et entier, dans un délai d'1 an, des prescriptions de la loi Egalim en matière de restauration collective. Là aussi, les collectivités ont tendance à être assez largement en avance par rapport à l'État. L'État doit rattraper ce retard. De la même façon, ça fait le lien avec les enjeux européens, et notre collègue aura l'occasion d'y revenir. Nous défendons à l'échelle européenne une exception alimentaire pour permettre aux élus locaux notamment de pouvoir favoriser le recours aux producteurs de proximité dans le cadre des marchés et l'achat de denrées alimentaires. Là encore, ça nous semble être du bon sens. Il faut poursuivre cette mobilisation à l'échelle européenne. Ensuite, s'agissant des acheteurs publics, et en particulier des collectivités locales que nous avons l'honneur de représenter avec les collègues, eh bien, plusieurs recommandations. La recommandation 14, l'assouplissement du recours au groupement de commandes pour les communes et les intercommunalités. Alors là aussi, ça peut paraître quelque peu technique, mais en réalité, au quotidien, c'est parfois très paralysant pour les élus. Quand vous avez un groupement de commandes qui existe et qu'une collectivité souhaite le rejoindre, eh bien, c'est un parcours du combattant. Nous proposons, à condition évidemment que les seuils ne soient pas bouleversés, que cette intégration puisse se faire de façon simplifiée. La recommandation 15 est aussi issue de nos travaux, notamment lors de nos déplacements, le fait d'encourager la mutualisation de la fonction achat à l'échelle des intercommunalités. Là encore, on le voit bien avec la technicité croissante de l'acte d'achat, la nécessité de pouvoir travailler au plus fin l'allotissement, de développer les relations avec les entreprises. Ça nécessite de pouvoir disposer de ressources expertes, et évidemment, il faut une taille critique pour faire appel à ces ressources humaines qualifiées. Ensuite, toujours dans les démarches de simplification, de façon très concrète, nous proposons un certain nombre de recommandations pour relever les seuils. Là encore, redonner de l'air et des marges de manœuvre, c'était une demande très largement partagée des collectivités de pouvoir, sorte de trait d'union entre les uns et les autres, davantage négocier leur marché avec les opérateurs économiques. Donc la recommandation 32 propose de relever le seuil applicable aux marchés innovants. Je ne vous donne pas le détail des seuils, mais c'est un alignement sur les seuils européens. La recommandation 34, là aussi, c'est très important pour nos TPE-PME dans l'innovation, mais pas seulement. L'abaissement du plafond réglementaire du chiffre d'affaires minimal exigible pour les entreprises candidates, qui est aujourd'hui fixé à 2 fois le montant du marché. Nous proposons de l'abaisser à 1,5 fois et d'encourager les acheteurs publics à réduire le montant de ce chiffre d'affaires exigible dans le cadre de leur marché pour que des nouveaux entrants, des TPE, puissent plus facilement candidater. Là aussi, c'est soutenir l'innovation. La recommandation 38, qui suscitera, je l'imagine, des débats, la suppression de la procédure adaptée et permettre le recours à la procédure négociée. Donc la procédure adaptée, c'est une spécificité française. Donc là aussi, nous proposons un alignement pur et simple sur les seuils européens, avec des contreparties, notamment la recommandation numéro 39 pour garantir la concurrence et l'accès au marché de nos TPE-PME. Donc la recommandation 39 qui dit bien assurer la publicité des marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens sur le profil d'acheteur.
Donc on a d'autres préconisations, en l'occurrence l'interopérabilité des profils d'acheteurs, c'est-à-dire quand vous accédez à un profil d'acheteur, vous pouvez accéder à tous les autres. Donc publication sur le profil d'acheteur et sur un support habilité à publier une annonce légale qui serait librement choisie par l'acheteur public. Là aussi, parce qu'on a eu la confirmation pour les TPE-PME, en particulier la presse quotidienne régionale est une source d'information et là ça permettra aux entreprises de pouvoir plus facilement candidater. Étant entendu que la deuxième contrepartie, c'est de rendre public la notation, justement, dans le cadre des marchés. Là aussi, aujourd'hui, ça n'existe pas pour que les règles du jeu soient connues des opérateurs économiques. Et puis, quelques éléments pour conclure sur, en particulier, cette mesure de simplification, à la fois pour les acheteurs publics et pour les opérateurs économiques. Nous proposons la création d'un passeport commande publique pour que, c'est la recommandation numéro 43, les agents de nos collectivités arrête de consacrer un temps infini à recueillir des documents qui attestent que les entreprises sont à jour de leur déclaration fiscale, réglementaire. C'est pour nous le rôle de l'État qui dispose de ces données. Donc nous proposons à travers cette plateforme qui serait numérique de pouvoir simplement acter la qualité de l'entreprise, à jour ou pas à jour, pour que et l'acheteur public et l'opérateur économique consacrent du temps à l'essentiel, c'est-à-dire l'élaboration de l'offre et le sourcing qui est absolument indispensable. De la même façon, dans la simplification pour les acheteurs publics, la recommandation 45, c'était très attendu. Nous préconisons d'autoriser le remplacement sans publicité ni mise en concurrence préalable du titulaire d'un marché ou d'un lot en cas de défaillance liée à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Aujourd'hui, la procédure est extrêmement lourde. Donc c'est pour nous la contrepartie du soutien à l'allotissement. Il faut que l'acheteur public puisse beaucoup plus facilement se retourner. De la même façon, je l'évoquais tout à l'heure, sur le pouvoir de négociation, c'est la recommandation 42. Aujourd'hui, c'est très encadré au-delà des seuils européens, donc nous proposons avec cette recommandation de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de recourir librement à une procédure formalisée avec négociation sans justification. Ça fera l'objet justement de la révision des directives européennes. Et puis pour terminer, sur le pilotage par la donnée, qui a été identifié comme clairement défaillant aujourd'hui, le pilotage d'une façon générale et en particulier celui par la donnée. Donc nous proposons la recommandation numéro 61 d'organiser le recensement des données de la commande publique dès le premier euro dépensé avec des modalités simplifiées évidemment de déclaration pour les marchés les plus petits. Là encore, aujourd'hui, la seule donnée dont dispose l'Observatoire économique de la commande publique, c'est 170 milliards d'euros, mais uniquement pour les marchés supérieurs à 90 000 euros. Donc là encore, nous avons besoin de données détaillées, de qualité. La recommandation 62, j'en ai parlé tout à l'heure, l'interopérabilité des profils d'acheteurs, pour là encore simplifier la vie des opérateurs économiques. Et puis enfin, deux autres sujets ô combien essentiels, c'est celui de la programmation des achats et de la publication de cette programmation pour donner de la visibilité aux opérateurs économiques. C'est la recommandation numéro 66. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une TPE, une PME, que vous voulez savoir quelles sont les intentions d'achat de l'État, c'est très compliqué d'avoir l'information, à la différence de ce que font des collectivités. Et donc nous préconisons de mettre en place cette programmation triennale pour aider là aussi les entreprises à dire écoutez, votre marché qui va être publié dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, pourrait m'intéresser. Voilà l'offre de services que je peux mettre sur la table et faire en sorte que les acheteurs du côté de l'État puissent prendre en compte l'état réel des capacités à faire de nos entreprises. Et puis la dernière recommandation que je présente, la numéro 67, c'est l'enjeu de la traçabilité de la création de valeur. Aujourd'hui, là aussi, tout ça paraît très technique, mais en réalité, c'est profondément politique. Quand vous avez une entreprise qui a son siège en France, cela ne dit pas que la création de valeur se déroule dans notre pays. Nous avons auditionné le ministre Éric Lombard qui nous a dit que 97% des entreprises attributaires des marchés de l'État avaient leur siège en France. C'est formellement vrai, mais cela ne dit rien de la création de valeur. Et nous avons plein d'exemples d'entreprises dont le siège était en France et qui en réalité s'approvisionnaient en Asie ou sur d'autres continents. Donc là aussi, nous devons disposer de ces données pour renforcer le soutien à nos entreprises, renforcer le soutien à notre souveraineté économique dans le cadre de cette guerre commerciale qui a été déclarée là, il y a quelques mois, mais qui en réalité couvait depuis de nombreuses années. Il faut repenser
à la première élection de Donald Trump, à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine, tout cela doit nous faire prendre pleinement conscience de la nécessité aujourd'hui d'utiliser tous nos leviers pour défendre notre souveraineté, nos entreprises, accélérer les transitions. C'est l'objet de ce rapport, mon cher collègue Dany, que nous avons eu l'honneur de travailler et de présenter ensemble. Encore une fois, un grand merci à toi, un grand merci aux collègues pour leur engagement. Et je te laisse la parole pour le cœur des recommandations, finalement, sur lesquelles toi aussi tu as très largement travaillé. Merci, Président, merci, cher Simon. Merci à toi d'être présente. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence. Je suis très heureux de proposer les conclusions de ce rapport qui était à l'initiative de mon groupe Les Indépendants, Liberté et Territoire. Je tiens d'abord à remercier tous mes collègues, dont Simon, présents lors des auditions, et les services. M. Machabert, merci pour le travail que vous avez fait, parce que c'est dû la rappeler, temps court, 4 mois au lieu de 6, auditions avec des périodes de vacances, ça n'a pas été facile. Alors, de ce rapport, 2 constats principaux. Tu l'as rappelé, premièrement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Aujourd'hui, les administrations de l'État, la direction des achats publics, la DEA, la direction des affaires judiciaires des ministères économiques et financiers, DAJ, le commissariat général au développement durable se concurrencent sans aucune d'entre elles puisse véritablement être qualifiée de chef de file de la commande publique. Et cela aboutit à une dilution des respectés entre elles. À nos yeux, de la Commission, il faut désormais confier au Premier ministre la responsabilité de la commande publique, du pilotage, de la cohérence et de l'efficience de cette commande publique. Seul moyen de mettre un peu d'ordre dans ce maquis inextricable. Dans le même temps, le Parlement devrait être mieux associé à la conduite et au suivi de cette politique. Nous préconisons donc d'organiser chaque année un débat parlementaire sur la politique d'achat de l'État, qui permettra aux diverses sensibilités de s'exprimer dans ce domaine. Aussi sur des sujets primordiaux que sont le soutien aux TPE et aux PME et de la souveraineté économique et numérique des achats, les choses sont malheureusement claires. Derrière des grands discours, les responsables politiques aujourd'hui se renvoient la balle, esquivent les questions et rejettent la faute. Avec le président et mes collègues, nous avons été très surpris, lors d'auditions, de l'imprécision de certaines réponses de hauts dirigeants politiques, de responsables d'administration et de centrales d'achat. Nous avons tenu à poser des questions qui contiennent et qui parfois fâchent. Quelle politique la France mène-t-elle aujourd'hui pour soutenir nos entreprises via la commande publique? Comment assurons-nous que les contrats conclus auprès d'entreprises étrangères n'empiètent pas davantage sur notre souveraineté industrielle et numérique? Pourquoi l'État recourt-il encore massivement aux GAFAM pour ces marchés, alors que depuis des années, il nous rabâche, il dépense même des milliards pour soutenir soi-disant l'innovation française. La commission d'enquête a en effet considéré que la commande publique devait favoriser le développement de nos filières souveraines. Or, c'est souvent le contraire que nous avons constaté. Nous l'avons illustré à partir de 2 exemples. D'abord, souvenez-vous, la fabrication de cette nouvelle carte d'identité numérique, électronique, je dirais même, à l'occasion de laquelle l'imprimerie nationale a sciemment, je dis bien sciemment, ignoré l'offre d'une entreprise française innovante, proposant des technologies qui sont maintenant reconnues à l'international. Ensuite, un cas dénoncé de longue date par le Parlement, les conditions d'hébergement de la plateforme des données de santé. Depuis sa création en 2019, celle-ci est hébergée chez Microsoft. Or, cette entreprise américaine est assujettie au droit extraterritorial américain, qu'il s'agit des lois FISA, du Cloud Act, qui permettent au gouvernement américain d'exiger la commission des données détenues par une entreprise privée, où qu'elle soit située dans le monde, sous peine, sans même informer
leurs propriétaires. Et bien sûr, sous peine je ne vais pas dire de rétorsion, mais de possibilité d'être emprisonnés. À ce propos, nous avions questionné le directeur financier juridique de Microsoft France, qui n'a pas pu garantir à la commission d'enquête que les données des citoyens français hébergés par son entreprise ne seraient jamais transmises à des autorités étrangères sans l'accord des autorités françaises. Quand vous avez le patron de Microsoft qui vous dit clairement qu'il ne peut pas garantir, je ne vois pas comment l'État français pourrait garantir que nos données hébergées dans les sociétés américaines ne soient pas transmises à l'étranger sans aucun accord. Lors de nos auditions, nous avons clairement perçu l'ambivalence des relations entre le secteur numérique français et l'état de la déconnexion entre le discours et les actes de ce dernier. Il faut agir rapidement. La loi a évolué récemment et impose de recourir à une solution souveraine pour l'hébergement des données publiques les plus sensibles. Et cela, c'est insuffisant. La Commission demande d'abord que soit assurée la mise en œuvre effective de cette obligation dans les brefs délais. De fait, plus d'un an après la promulgation, elle n'est toujours pas applicable, faute de traduction réglementaire, un an après. À nos yeux, il est surtout indispensable de reconnaître le caractère sensible de toutes les données détenues par des personnes publiques. En conséquence, il va être obligatoire d'insérer une clause de non-soumission aux législations extraterritoriales étrangères dans nos marchés comportant des prestations d'hébergement et de traitement de données publiques. Quant au cabinet conseil, la commission d'enquête a été alertée sur les risques qu'induit leur accès à des données publiques sensibles. De ce fait, nous exigeons qu'ils démontrent leur immunité vis-à-vis du droit extraterritorial étranger lorsqu'elles travaillent pour une personne politique, publique. La commission d'enquête propose également d'interdire la transmission des livrables qu'ils produisent dans le cadre de leur mission vers un pays tiers. J'aimerais m'arrêter 2 secondes sur la situation des centrales d'achat, et en particulier une d'entre elles, l'UGAP. Malgré son poids économique, celle-ci a estimé jusqu'à présent ne pas avoir de rôle à jouer dans la structuration des filières innovantes, voire même des comptes à rendre à un représentant de l'État. Il est temps d'y remédier. Nous proposons de renforcer son pilotage politique en confiant sa tutelle au seul ministère de la souveraineté industrielle et numérique, en nommant des parlementaires au sein de ce conseil d'administration et surtout en limitant à 2 mandats successifs l'exercice des fonctions de membres de ce conseil. Je rappelle en effet que l'actuel PDG de l'UGAP est en poste depuis bientôt 15 ans, avec des résultats que l'on sait plus ou moins mitigés, notamment en matière de souveraineté numérique, ce qui est d'ailleurs reconnu lors de notre commission d'enquête. Cette dernière a également entendu les préoccupations des acheteurs publics, et notamment des élus locaux, que le risque juridique lié au délit de favoritisme condamne au conformisme. De fait, la moindre erreur de leur part est susceptible d'entraîner des poursuites pénales pour favoritisme, pouvant déboucher, entre autres, sur une peine d'inéligibilité, et ce malgré leur bonne foi. Pour redonner confiance aux acheteurs de la commande publique et sans renoncer à sanctionner les abus volontaires, la commission d'enquête juge nécessaire d'exclure du champ du favoritisme les méconnaissances du droit de la commande publique les moins graves, à savoir celles qui n'ont pas été commises intentionnellement. Notre commission d'enquête n'a pas fait dans la demi-mesure. Il faut saisir l'occasion fournie par la révision des directives européennes récemment engagées par Bruxelles, se de Bruxelles pour avoir des règles différentes. C'est le moment de faire aboutir 2 revendications anciennes dans le contexte actuel pour renforcer la pertinence. Tout d'abord, instaurer un principe général de préférence européenne dans la commande publique. Je dis bien de préférence européenne dans la commande publique. Il nous faut en effet cesser de faire preuve de naïveté à l'égard de pays étrangers qui, eux, ferment leur marché public à nos entreprises alors qu'ils profitent des nôtres. D'autre part, nous appelons à l'adoption d'un Small Business Act européen, à l'instar de nos voisins américains, pour réserver une part des marchés, ainsi que certains marchés, à de petites et moyennes entreprises, sur le modèle, bien sûr, des États-Unis.
Ce sont des mesures fortement publicitées par les collectivités territoriales qui souhaitent pouvoir soutenir leur tissu économique local. Je voudrais conclure en vous disant que la commission d'enquête a cherché à donner un nouveau souffle à la commande publique, au service de nos entreprises et au bénéfice des acheteurs. C'est le seul levier d'action publique qui représente pas 70 milliards, mais 400 milliards d'euros d'achat par an, qui puisse permettre aujourd'hui, dans un contexte budgétaire contraint, d'accélérer la transformation de l'entreprise publique vers une plus grande souveraineté économique, agricole, industrielle et numérique. Je vous remercie. La parole est à vous. Alors en présentiel et en visio, c'est Juliette qui... Vous avez une question d'Hospi Média en distanciel. Vous aviez parlé du Health Data Hub. Quelles sont les recommandations de la Commission en dehors de l'application de la loi SREN? Comment imposer cette migration pas encore appliquée malgré l'obligation légale pour Hospi Média? Je propose d'en prendre plusieurs. Bonjour, Samuel Ten de Contexte. La proposition que vous faites pour un Small Business Act, une part de 30% pour les marchés, a été adoptée au niveau français par l'Assemblée nationale sur proposition d'un amendement du RN. Est-ce que l'on doit comprendre que le Sénat soutiendra cette proposition de tête de la CMP à venir? 2, 3. Oui, bonjour, Philippine Rawino de chez Acteurs Publics. J'ai deux petites questions sur le pilotage. Donc vous dites qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Finalement, il y a la direction des achats de l'État qui s'occupe des achats de l'État, des GOS pour la santé. Il n'y a rien pour les collectivités territoriales. Donc est-ce que vous proposez de créer une nouvelle structure pour les collectivités? Et sur le pilotage global que vous souhaitez confier à Matignon, ça prendrait quelle forme? Une nouvelle instance qui gérerait la commande publique de manière générale? Alors, on va reprendre dans l'ordre. Il est temps de rapatrier les données du Health Data Hub, parce que ces données sont chez Microsoft. Ça fait 3 ans qu'on parle de les rapatrier et rien n'est fait. Donc il suffit d'avoir... On a des acteurs, on va le prendre au niveau européen ou français, qui sont capables de le faire. Il suffit d'avoir une volonté politique pour les rapatrier. Et c'est prévu dans le contrat. Deuxième chose, pour le pilotage, vous avez la DIMU, l'ADEA, un tas de cercles concentriques et personne n'est responsable. Il faut bien nommer un responsable en mettant sous l'autorité du Premier ministre. Ce n'est pas une structure de plus, c'est le Premier ministre qui pilote. Il délèguera comme il voudra à d'autres personnes des choses, mais il faut un responsable. On a auditionné, personne n'est responsable. Vous avez un ministre qui vous dit à un moment donné, bah, j'ai reçu une note, mais je n'ai pas décidé. C'est ce qui est arrivé à la fin. On a vu la DIMU, ah bah, nous on conseille, mais on ne décide pas. L'ADE, la direction de la société, bah, nous on est aussi en conseil. Donc il n'y a pas de pilote aujourd'hui. Il n'y a pas de pilote. Et on voit, on aboutit. Donc chacun fait dans son coin, il y a des cercles. Il n'y a pas un vrai responsable. Il est temps d'avoir un responsable. Après, il organisera la suite, mais au moins une fois par an, pouvoir aller regarder où sont passés ces 400 milliards. Parce que quand on voit aujourd'hui l'avion commande publique sans pilote, c'est un problème. Alors, on peut mettre un steward et beaucoup de passagers derrière, mais moi, il faut un pilote pour arriver à mon port. Alors, sur la migration définitive de la plateforme des données de santé, c'est l'objet de la recommandation numéro 16, qui est explicite. Transférer dans les meilleurs délais l'hébergement de la plateforme des données de santé sur une solution souveraine immune aux législations extraterritoriales conformément à l'article 31 de la loi SREN. Alors c'est le fameux décret dont nous demandons aussi la publication non seulement dans les meilleurs délais, mais avec un contenu strictement conforme aux attentes du législateur, parce que d'après certaines informations qui nous ont été remontées, il y aurait dans les tuyaux un projet de décret, mais qui serait en deçà des attentes exprimées par les parlementaires. Donc là, nous disons clairement, parce qu'en réalité, l'objectif d'une solution d'hébergement souveraine, c'était affiché dès 2019. Et c'est là où on voit des incohérences majeures et des erreurs, pour le moins, qui interpellent, des erreurs caractérisées. Nous avons publié une note adressée à la ministre de la Santé de l'époque, qui date de février 2019, où l'administration dit elle-même qu'à partir du moment où les entreprises utilisatrices sont françaises, il n'y a finalement pas de risque juridique.
Donc c'est assez frappant, et cette même ministre que nous avons reçue, qui a évoqué elle une note qui date de quelques semaines plus tard, mars 2019, on voyait bien que le sujet lui était quelque peu inconnu, ce qui quand même interroge aussi sur la capacité, le moment venu, de pouvoir trancher en toute connaissance de cause. Là encore, nous voyons bien alors, les impératifs de délai qui étaient fixés, mais tout cela pouvait s'anticiper de notre point de vue. Et l'un des arguments qu'elle nous a opposés pour faire le constat que plusieurs années après, la migration n'avait toujours pas été opérée, c'est de dire bah, si mes successeurs ne l'ont pas fait, c'est que sans doute c'est un sujet compliqué. Il lui a répondu que c'était un peu court comme explication et qu'a priori c'était surtout un défaut de volonté politique. Et nous en avons eu la preuve une nouvelle fois avec la publication avérée d'un marché pour la solution intercalaire, c'est-à-dire que 6 ans après le début de la démarche, on en est simplement à un marché intercalaire et non pas sur une migration définitive souveraine, dont les uns et les autres nous ont dit qu'ils y travaillaient, qu'en réalité tout cela était très loin. Donc, et là aussi, les opérateurs économiques que nous avons rencontrés nous ont dit que, évidemment, à l'époque, si on prenait l'image à l'instant T, oui, ils n'avaient pas forcément les solutions adaptées, mais que si on les avait sollicités et mobilisés avec les fonds supplémentaires, et là on ne parle pas de saupoudrage de subventions, on parle de marché solide, à l'image de ce que les États-Unis sont capables de faire. On redonne souvent cet exemple. AWS, qui est l'un des principaux fournisseurs de cloud aujourd'hui à l'échelle internationale, la commande publique, c'est plus de 600 millions de dollars. Plus de 600 millions de dollars. Donc en réalité, AWS n'est pas devenu un géant du jour au lendemain. Il est devenu un géant parce qu'il y a eu la commande publique américaine. Et donc là, si on décidait de jouer collectif à l'échelle française et européenne, aujourd'hui, nous disposerions évidemment, là aussi, de champions qui ne demandent que cela pour grandir. Donc là, nous, sur la migration, nous sommes très clairs, monsieur le rapporteur l'a rappelé, de la volonté politique. Ensuite, sur un point qui me semble très important, s'agissant des collectivités locales, parce que nous redisons bien qu'il s'agit d'une politique publique à part entière, mais avec des cas spécifiques. Évidemment, sur les achats de l'État, le gouvernement a directement la main. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous demandons la publication dans les meilleurs délais du SPASER, qui devrait déjà exister et qui, pour nous, a vocation à s'appliquer non seulement à l'État, mais à l'ensemble de ses opérateurs, que le gouvernement puisse en effet rendre des comptes. De la même façon, nous souhaitons que les moyens soient donnés aux établissements de santé de pouvoir aujourd'hui faire face à leurs dépenses, parce que nous avons plein de témoignages de directeurs de centres hospitaliers qui nous disent « ma seule variable d'ajustement pour pouvoir payer les salaires, c'est de décaler le paiement des factures ». Alors en essayant au mieux de ne pas pénaliser les TPE, PME des territoires, mais ça relève de la responsabilité de l'État. Et c'est là où le discours des uns et des autres ne tient pas, parce que nous avons auditionné le ministre Éric Lombard, on l'interrogeait sur l'absence des collectivités locales dans son propos, et il nous dit « ah non, non, mais moi je suis attaché à la libre administration des collectivités locales ». Et on lui a répondu que c'était quelque peu hypocrite à partir du moment où aujourd'hui, avec la quasi-disparition de l'autonomie fiscale et financière, les ressources des collectivités reposent avant tout dans les mains de l'État, du gouvernement. Et donc, le Premier ministre doit, pour toutes ces raisons, pouvoir rendre des comptes. Et donc, il ne s'agit pas, pour être tout à fait clair, parce que nous sommes profondément décentralisateurs, et en tant que sénateurs, nous faisons parfaitement confiance aux élus locaux, il ne s'agit pas de dire l'État va prendre la main sur la commande publique des collectivités, mais l'État a un devoir de cohérence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, dans le même temps, dire on va rajouter des normes, on va réduire des ressources, enfin, on va ponctionner des ressources pour les collectivités, et de l'autre côté, on va exiger d'elles toujours plus de performance. Ça ne tient pas. Et donc, le Premier ministre est de ce point de vue comptable de ces équilibres, qui ne puissent pas en permanence, les uns et les autres, se renvoyer la balle. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est le ministre qui est en charge, etc. Non, le Premier ministre est comptable de cet équilibre global. Et donc, si on doit demain rehausser notre niveau d'ambition, eh bien, il faut que le niveau de ressources pour les collectivités soit aussi adapté, que la montée en charge des normes soit cohérente. Un seul exemple, on parle de l'analyse en cycle de vie. Là aussi, c'est assez technique, mais on a des collectivités qui sont tout à fait disposées à le faire, sauf que l'État s'était engagé à fournir des outils au 1er janvier 2025. Ça n'est toujours pas le cas. Ça n'est toujours pas le cas. Donc derrière, on peut dire, bah oui, les collectivités, les acheteurs publics ne développent pas assez la solution. L'État ne tient pas sa parole. Donc là, nous appelons à ce que cette cohérence soit parfaitement respectée, et que les uns et les autres puissent rendre des comptes, et que l'on sache à qui demander ces comptes. Voilà. Oui, pour compléter... On parle de la French Tech, on parle des entreprises innovantes, et lors de nos auditions, on a été très surpris. Qu'est-ce qu'elles demandent, les entreprises innovantes? Elles ne demandent pas de subvention, elles demandent de la commande. Il n'y a pas de commande, puisqu'au départ, on les exclut dans les appels d'offres, dès le départ. On trouve toutes les solutions pour ne pas les exclure. Et on se fait un rejet par confort,
sur des solutions des GAFAM, parce que c'est une habitude. On a eu des éditeurs libres qui ont des solutions souveraines. On a des hébergeurs, je ne vais pas leur dire, on a Scalway, on a OVH, qui sont capables de le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chez Microsoft. Alors on a l'impression de faire venir en Europe ou même en France des clouds, mais ça ne changera pas la fuite de données. Donc on a les moyens de le faire. Et ce qu'ils attendent, c'est une commande, un objectif. On leur dit voilà, on veut telle chose. On laisse travailler 1 an, 1 an et demi. On a des pépites, des vrais. Sauf que comme ils n'ont pas de marché, à un moment donné, on leur donne un peu de subvention par la région, un peu par la BPI, elles ne tiennent pas longtemps et après elles se font racheter. Et on a beaucoup d'exemples, on a encore des gens qui sont vraiment au très haut niveau, sauf qu'on ne leur donne pas de la commande. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est rentrer par la commande publique, un peu, tu l'as rappelé par WS, mais Tesla, Musk, c'était rien avant. Il ne faut pas me raconter qu'il a travaillé dans un garage. Il a été repéré, il y a eu la commande de l'État, et il a grandi grâce à ça. Et après, le côté privé a pris le dessus, si vous voulez, mais c'est la commande publique qui permet à une PME, à une start-up, de pouvoir se lever. Mais s'il n'y a rien au départ, ce n'est pas les subventions. Les subventions vont tenir 1 an. Et quand vous avez des chercheurs, quand vous avez des gens à nourrir, il faut de la commande derrière. C'est le gros point. C'est un des gros points. Et aujourd'hui, on a loupé le numérique, mais l'AI, demain matin, quand on donne notre pétrole, de toutes nos données numériques à des étrangers, mais on doit travailler. On pose la question de données de santé. Individuellement, c'est rien, mais 60 millions de données ensemble, vous voulez travailler en AI, ben vous avez les futurs chemins de recherche demain matin. Ils ne sont pas chez nous, ils ne sont pas hébergés chez nous. Donc comment voulez-vous travailler? Donc on a vraiment un souci de cohérence. Et entre le discours et les actes, je peux vous dire qu'il y a un grand fossé. Très rapidement sur le Small Business Act, parce que je n'ai pas oublié la question. Donc là, nous avons 2 recommandations. Vous l'avez rappelé, l'une qui vise à fixer un plancher de 30% en valeur des marchés publics accordés à des TPE-PME, mais ça doit se faire évidemment dans le cadre de la révision des directives européennes dont je parlais dans mon propos liminaire. Donc ce n'est pas aujourd'hui totalement à notre main, mais c'est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés à Bruxelles et nous avons une recommandation qui évoque bien la mobilisation de la diplomatie parlementaire pour qu'une vision ambitieuse de la révision des directives, conforme à nos objectifs, notamment de préférence européenne élargie, de soutien renforcé aux TPE-PME. Et la deuxième mesure que nous affichons dans le soutien très direct immédiat, c'est le fait de réserver les marchés en dessous des seuils européens pour les fournitures et les services et en dessous de 100 000 € pour les travaux, étant entendu qu'en cas d'infructuosité, évidemment, cette règle ensuite serait supprimée. Et puis nous avons d'autres mesures qui participent d'une certaine manière d'un Small Business Act à la française qui peut être effectif immédiatement. C'est la question des délais de paiement. Aujourd'hui, j'ai évoqué le cas particulier du secteur hospitalier, mais nous avons l'impérieuse nécessité de respecter ces délais de paiement pour ne pas créer de tension de trésorerie. Les chiffres ont été évoqués d'ailleurs par le médiateur des entreprises. Aujourd'hui, c'est près de 15 milliards d'euros en délai de paiement qui pourraient être transférés justement vers les plus petites entreprises si les donneurs d'ordre étaient à la hauteur. Alors parfois, ce n'est pas de la seule responsabilité de l'ordonnateur. Donc c'est pour ça que nous avons une recommandation qui évoque bien le versement automatique des intérêts moratoires à partir du moment où ce retard relève de la responsabilité de l'ordonnateur. De la même façon, nous invitons les acheteurs publics à proposer un taux d'avance sans demande de garantie financière fixé à 30%. Certaines collectivités vont au-delà pour là aussi, dans un contexte certes d'inflation moindre que par le passé, mais où des tensions de trésorerie peuvent exister, permettre aux entreprises, aux plus petites d'entre elles, de pouvoir se positionner sur des marchés. Bonjour, Mathieu Logier du journal Achat Public. Donc, vous dénoncez justement que la commande publique ne soutient pas les entreprises françaises, mais à aucun moment vous parlez de la place du juge dans tout ça. Parce que les acheteurs publics sont soumis au juge du référé, au juge des contrats, au juge pénal, au juge financier, sans oublier le contrôle de légalité et les contrôles budgétaires. Est-ce que justement, il n'y a-t-il pas trop de sanctions qui peuvent bloquer le mécanisme ? Vous avez remarqué que dans le dernier propos que j'ai tenu, c'était de pouvoir, surtout en fonction de la collectivité, parce qu'une grosse collectivité a des juristes, a du monde,
Et quelquefois, dans les petites communes, il n'y a pas de personnel. Dans les derniers propos que j'ai tenus, c'est justement de faire une différence entre un élu qui, par méconnaissance, n'a pas été bon dans son appel, de ne pas le rendre inéligible. C'est important. Et pour compléter un peu dans ce registre, c'est surtout la formation, parce que c'est vrai que les acheteurs publics sont frileux, puisqu'ils ont tellement peur de la sanction qu'ils n'osent pas sortir, ils n'osent pas innover. Donc, dans les recommandations que nous avons faites, il y a justement cette partie-là de pouvoir avoir un dialogue négocié avant pour mieux aller dans la commande publique, parce qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté les gens qui répondent ou qui ne répondent plus, et de l'autre côté, les gens qui passent les marchés et qui restent dans un format strict de peur d'être attrapés par la patrouille, que ce soit le contrôle d'identité ou un juge ou quelqu'un qui fait un signalement alors qu'on est dans les clous. Donc il faut une certaine liberté, et c'est un peu pour ça qu'on veut absolument qu'il y ait une négociation avant, pour mieux comprendre les enjeux d'un marché, parce que les marchés sont extrêmement complexes pour certains, je pense notamment des DSP ou autres. Quand c'est l'achat de stylo ou de feutre, on n'a pas de problème, parce qu'on sait qu'il y a un prix. Quelquefois, on a différents prix, mais quand c'est des marchés techniques, il faut pouvoir dialoguer avant, pour comprendre bien le sens du marché, et les gens qui répondent, c'est pas de compromis que de parler de quelqu'un avant. Ça nous permet de mieux adapter le marché. Donc c'est dans les recommandations que nous faisons, surtout pouvoir s'expliquer, ne pas être pris parce qu'on a été pris en photo avec quelqu'un sur lequel on a parlé d'un marché, qu'on passera peut-être dans 6 mois ou 1 an, de bien comprendre le sens du marché. Et aujourd'hui, ça devient très complexe. C'est vrai qu'on a beaucoup légiféré, il y a beaucoup de règles. Donc c'est très dur. Et la frilosité des acheteurs publics, elle est là. Donc il faut un peu libérer ces choses-là et surtout d'avoir une confiance mutuelle. C'est ce qui est important aujourd'hui. D'un côté, vous avez le donneur d'ordre qui a peur, et de l'autre côté, la personne qui répond, je ne vais plus répondre parce que c'est trop compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a bien insisté dans nos recommandations à la fois sur la question de la formation, en ajoutant bien les enjeux de souveraineté et de durabilité, avec un point spécifique sur le numérique, parce que là, il y a besoin d'accompagner très rapidement la montée en compétences de nos acheteurs. Et l'autre sujet évidemment essentiel, c'est celui de l'organisation de la fonction achat. Aujourd'hui, les uns et les autres, de toute façon, des plus petites communes jusqu'aux plus grosses collectivités, sont invités à réinterroger leurs pratiques, à, dans un certain nombre de cas, en tout cas, recentraliser pour s'assurer du bon pilotage politique. Et en tout état de cause, quand on évoque notamment l'encouragement à mutualiser la fonction achat à l'échelle des intercommunalités, d'une part, ça n'est pas une obligation, mais c'est surtout pouvoir décharger la part de risque, d'inquiétude, parce que dans un certain nombre de communes, on a eu des témoignages. Les élus nous disent c'est nous-mêmes qui faisons les réponses au marché. Avec, dans le meilleur des cas, un ou une secrétaire de mairie qui va dégager un petit peu de son temps, mais sans le niveau d'expertise requis. Et donc tout ça suscite évidemment de l'inquiétude légitime, de la préoccupation, et donc la volonté de parfois choisir le plus petit dénominateur commun et de sécuriser à tout prix. Or, nous avons eu des témoignages lors de nos auditions, en particulier d'avocats, de juristes, qui confirment bien que certes, la commande publique n'est pas une matière simple, mais en réalité, elle offre beaucoup plus de souplesse qu'on ne veut bien le croire, à condition évidemment de connaître ces marges de manœuvre et de pouvoir les utiliser à bon escient, d'où la nécessité de disposer de ressources qualifiées, et donc pour ça d'atteindre une forme de taille critique. Mais encore une fois, ça peut se faire sous différents formats. On a eu des exemples, notamment dans l'ouest de la France, où entre les communes et l'intercommunalité, ça fonctionne sous forme de convention. Ça peut être très souple, mais tout le monde sort finalement gagnant, et avec non pas des marchés qui grossissent et qui pénalisent les TPE-PME, mais avec des acheteurs dédiés qui peuvent faire de l'allotissement technique, géographique, et donc renforcer les possibilités d'accès des TPE-PME au marché public. La première, c'est pourquoi estimez-vous le bilan de l'UGAP négatif en matière de souveraineté numérique? La deuxième, c'est sur la loi Egalim. Quelles recommandations pour pallier la défaillance de l'État, outre le recours aux produits locaux? Et la dernière question, c'est quel regard portez-vous sur les clouds dits de confiance comme Blue Sense, associant technologies américaines et partenaires locaux? Bon, l'UGAP, c'est quelques milliards d'achats. Et quand vous avez en face de vous le responsable de l'UGAP qui vous dit nous, c'est bien simple, on fait un tri par des prestataires, et en fait, c'est le prestataire qui est responsable. En fait, l'UGAP n'est responsable de rien. Elle fait un appel d'offres pour choisir des prestataires,
Et c'est le prestataire qui prend le marché et qui ventile après. Et vous posez la question de souveraineté à l'UGAP, ah ben non, c'est pas nous de recommander la souveraineté. C'est presque au prestataire de prévenir le client suivant. En fait, il n'y a rien eu. Donc l'UGAP, c'est un confort. Il fait un appel d'offres, il choisit sur l'étagère plusieurs personnes, ça peut être Microsoft, le ciel libre, et puis après, il y a un généraliste qui est en dessous, et qui, lui, vend aux collectivités. Donc nous, non, souveraineté, c'est pas nous. On n'a pas à le dire, nous. Nous, on n'a fait qu'un choix économique et qu'on donne à un prestataire. Ce type de réponse ne me plaît pas tellement. Et puis, vous entendez la même personne qui dit, oui, effectivement, on pourrait quand même sensibiliser les gens. C'est un peu tard, je trouve. Très tard. Blue, on a un consortium avec Orange, Capgemini, mais on retrouve Microsoft. Ah, ça m'embête quand même un peu. Comment voulez-vous retrouver la souveraineté dès que vous avez un acteur avec une loi extraterritoriale? J'aurais bien aimé une solution soit européenne, franco-française si c'est possible, dans le droit européen, mais ça ne me garantit aucunement que c'est sécuritaire. C'est pas cette une club. Il y aura toujours un acteur extraterritorial qui sera soumis à une loi extraterritoriale. Dès qu'on a ça, et quand même, on va se réveiller un peu dans ce pays. On arrive quand même à une guerre, vous le voyez tous les jours, le 32, c'est plus... on n'est pas chez les bisounours. Hein. On a une guerre offensive. Nous, on ne sait même pas se défendre déjà, au niveau de l'Europe. Donc il est temps qu'on soit défensif, et puis qu'on ne cesse pas marcher dessus, parce que la guerre est économique. Et l'IA, c'est la guerre de demain. Elle sera plus importante que tout. Dès que vous avez les données qui sont hébergées à l'extérieur, ou même en croyant, Blue, c'est chez nous. Mais les pompes aspirantes, elles vont être où? Ne pensez pas que Microsoft, même sans le savoir, nous disent on peut être pillé sans le savoir. Donc ça pose un vrai problème de souveraineté. Il y en avait une ouïe, je te laisse. Oui, ça, simplement en complément sur l'UGAP, c'est la raison pour laquelle dans nos recommandations, nous évoquons un changement de tutelle. Là aussi, pour que les choses soient claires, aujourd'hui c'est une double tutelle ministère du Budget et de l'Éducation nationale. Nous estimons qu'il doit y avoir désormais qu'une seule tutelle, celle du ministère de l'Économie et de la Souveraineté industrielle, parce que l'UGAP doit être pensé là aussi comme un outil au service de cette souveraineté. C'est la raison également pour laquelle, dans le cadre du débat parlementaire qu'évoquait monsieur le rapporteur, nous tenons à ce que le rôle et les résultats des différentes centrales d'achat, en particulier l'UGAP, fassent l'objet d'une communication et de communication d'informations aux parlementaires en toute transparence. Sur le sujet de la loi Egalim, j'ai rappelé la recommandation qui demande à l'État de se mettre en règle dans les meilleurs délais avec cette loi Egalim qui imposait des résultats depuis le 1er janvier 2022. Au moment où nous parlons de la juste rémunération de nos producteurs, du soutien aux agriculteurs, eh bien, la première mesure concrète d'efficacité immédiate, c'est celle-là. Ensuite, nous avons une deuxième recommandation, c'est le transfert des adjoints gestionnaires qui aujourd'hui relèvent de l'Éducation nationale, donc aux collectivités de tutelle, dans les collèges, qui seraient transférés aux départements, et dans les lycées aux régions. Là encore, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question, mais c'est absolument indispensable parce qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, ce sont les collectivités qui payent les achats de denrées alimentaires. Je vais vous donner un exemple pour la région Bretagne. Je suis chargé de cette politique. C'est près de 25 millions d'euros pour nos 95 services de restauration et 116 lycées publics. Mais en réalité, ces 25 millions d'euros, ce n'est pas nous qui décidons comment ils sont ventilés et comment les achats sont réalisés. Donc ça pose un vrai problème politique. Et donc nous considérons que ceux à qui les citoyens demandent des comptes, en l'occurrence les parents d'élèves, dans les conseils d'administration des lycées ou des collèges, c'est bien à la collectivité de rattachement, et bien en toute logique, celles et ceux qui sont à la manœuvre et qui dans un certain nombre de cas font très bien le travail, on ne va pas dire le contraire, mais devraient relever de la seule autorité de cette tutelle. Ensuite, petit complément sur les clouds dits de confiance, notamment la solution bleue. Nous avons auditionné, là encore, plusieurs experts du sujet, l'ancien directeur général de l'ANSSI, l'actuel, qui nous ont bien confirmé, avec d'autres, que l'une des difficultés de ces solutions, qui, a priori, pour l'instant, n'ont pas obtenu la qualification SecNum Cloud, mais seraient bien immunes aux législations extraterritoriales, l'une des grandes difficultés, c'est qu'à partir du moment où ces solutions reposent sur des briques technologiques
américaine, en l'occurrence. Si demain, pour une raison ou pour une autre, parce que nous avons interrogé les différents acteurs, les liens technologiques étaient coupés entre les États-Unis et l'Europe, eh bien, ces solutions ne s'effondreraient pas du jour au lendemain, mais en l'espace de quelques semaines, pourraient devenir inopérantes. Et donc, c'est un point de faiblesse, de vulnérabilité qui est considéré comme tel. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos recommandations, nous invitons clairement à privilégier des offres pour la souveraineté numérique, l'hébergement, des offres intégralement souveraines. Là encore, c'est travailler sur le moyen long terme, parce qu'autrement, ce n'est résoudre qu'une petite partie du problème, et c'est entretenir cette dépendance sans pouvoir donner le soutien qu'ils réclament à nos opérateurs économiques qui aujourd'hui sont en mesure et proposent déjà des alternatives robustes, solides, sécurisées. On avait eu l'exemple, et j'en terminerai là, justement entre l'écosystème GAFAM, notamment Microsoft, et les logiciels et les plateformes en open source. Donc en l'occurrence Linux. Ben, on a deux exemples là qui sont frappants. Dans un cas, vous avez la police nationale qui est restée sous Windows. Donc avec le passage à Windows 11, il y a l'obligation de changer le parc machine, même quand ces machines sont en très bon état. On a l'exemple de la police nationale, mais ça va jusqu'à nos petits établissements hospitaliers. J'ai un EHPAD là, de quelques dizaines de lits qui doit changer du jour au lendemain tous ces ordinateurs qui fonctionnent très bien. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, honnêtement pour rien, avec un impact environnemental évidemment considérable. Eh bien, de l'autre côté, les solutions libres, notamment la gendarmerie qui a fait appel à Linux, eh bien aujourd'hui, non seulement ça coûte moins cher, parce que l'un des arguments, c'est de dire que les solutions américaines coûtent moins cher. En réalité, non, le prix d'appel est moins cher, mais une fois que vous êtes dépendant, que vous êtes captif, en réalité, vous subissez des hausses de prix qui peuvent être parfois assez vertigineuses, et ça s'accompagne de ces contraintes de renouvellement de machines. Eh bien, la gendarmerie, elle, non seulement elle ne subit pas ces surcoûts, mais en plus de ça, en matière de sécurité, les experts nous l'ont confirmé. À partir du moment où vous travaillez avec une communauté de développeurs, quand il y a la moindre brèche, la moindre faille, elle est corrigée dans les minutes, dans les heures qui suivent. Donc, sur le plan de la sécurité, c'est aussi plus performant, et c'est l'une des raisons pour laquelle, notamment, le Danemark a annoncé sa sortie de ces écosystèmes GAFAM qui sont extrêmement pénalisants. Pour toutes ces raisons-là, en termes de prix, d'efficacité, de liberté, de souveraineté, le chemin que nous proposons avec les recommandations est évidemment extrêmement vertueux pour l'ensemble des acheteurs publics. Vous avez encore une question en ligne. Il est apparu au moment des auditions que vous portiez un soupçon sur le rôle joué par le cabinet de conseil accompagnant le Health Data Hub dans ses retards de migration, puisque ce cabinet pourrait être à l'origine d'une des solutions permettant la migration. Qu'en avez-vous conclu ? Pour l'instant, rien. On n'est pas juge, mais on a posé des questions qui, si vous prenez les auditions, vous avez les réponses. Nous ne sommes pas en train de juger. Nous avons émis des questions. On laisse les choses faire. Nous, on n'a fait que notre travail. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas à juger, mais tout comme à une époque, il y a eu une enquête sur le cabinet McKinsey, on peut se poser des questions quelquefois sur des cabinets qui travaillent en amont, qui sont là pour amener là où il faut les choses. Donc on n'a pas de jugement de valeur à faire, simplement on a fait notre travail. Et en complément, donc, nous avons bien identifié cette difficulté liée aux assistances à maîtrise d'ouvrage, aux cabinets conseils qui peuvent indifféremment travailler pour des clients publics et des clients privés. Le risque de porosité, on n'ira pas plus loin parce que nous n'avons pas prérogative pour mener ce type d'enquête. Nous n'avons pas eu de preuves particulières, mais en tout cas des soupçons, des faisceaux d'indices de la part d'une multitude d'acheteurs publics. Et donc c'est la raison pour laquelle dans nos recommandations figure celle relative à une habilitation qui serait donc attribuée aux assistances à maîtrise d'ouvrage qui interviennent dans le secteur public pour prévenir de façon absolument certaine tout risque de conflit d'intérêts, parce qu'en effet, on voit quand même des porosités à tout le moins personnelles, capitalistiques, qui interrogent, et parfois peut-être y a-t-il tout simplement des hasards ou des habitudes, là aussi, des dépendances entretenues, mais en tout état de cause, nous voulons pouvoir rassurer les collectivités, les pouvoirs publics, qui, lorsqu'ils font appel aujourd'hui à des AMO, c'est extrêmement coûteux, d'où la question aussi de la professionnalisation, de la formation, de la montée en compétences des acheteurs. Quand on parle de souveraineté, c'est aussi un acte de souveraineté pour les acheteurs publics de pouvoir retrouver directement la main sur leur stratégie et leurs actes d'achat. Donc ces différentes recommandations dessinent ce même chemin, mais en tout cas cette question a bien été prise en compte et figure dans les conclusions de notre commission d'enquête.
Bonjour, Johannes, achapublic.info. Une question en 2 mots, mais en 2 sous-questions. Et maintenant, alors, les 2 sous-questions. Quel véhicule législatif ou réglementaire pourrait faire prospérer vos 67 propositions? Et deuxième sous-question, mais c'est peut-être un peu technique. Si vous avez le temps de nous réexpliquer ce que vous comptez faire avec les seuils pour les assureurs publics, c'est une petite zone de brouillard, hein, je crois que c'est un terme que vous avez aussi employé, mais un autre sujet. Mais là, pour nous, on est un peu aussi dans le brouillard, on comprend pas trop bien. Et troisième sous-question, c'est comme ça. Gourmand. Je suis désolé. Vous avez 67 propositions. Elles pourraient alimenter particulièrement les débats à l'Assemblée nationale, je pense, normalement, sur le projet de loi simplification vie économique, vie des entreprises. Vous n'avez pas peur que les députés qui font beaucoup de choses et qui font des amendements qui vont dans tous les sens ne s'en emparent et les détournent de leur objet pour amener plus de complexité et peut-être d'inconstitutionnalité ou de non-conformité aux directives en l'état? J'ai plus de questions. Je laisse les députés là où ils sont, ils ont du mal à s'entendre. Mais contrairement à ça, je pense qu'il y a une qualité rare, c'est l'entente que nous avons eue. Et comme j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Simon, je pense qu'on va passer un peu nos vacances à travailler. Je pense qu'il ne faut pas laisser ça dans l'État. C'est un rapport qui peut permettre, avec les collègues du groupe de travail, de faire 2 PPL. Pour moi, il y en a 2. Il y en a une qui peut être technique, ce que l'a rappelé en première partie notre président, sur l'achat public, les seuils, tout ça, et on va expliquer. Il est plus technique que moi, parce qu'il était à l'achat, lui. Et une deuxième, sur la souveraineté. Donc 2 PPL. On a la chance, on est dans des groupes différents. On pourrait avoir une proposition transpartisane sur un droit de tirage, sur 2 PPL. Une, je vous dis, technique, qui serait envers les collectivités, plus générale, et une sur la souveraineté. Et c'est un peu nos devoirs de vacances pour être prêt à la rentrée. Je ne sais pas si on est d'accord, mais on s'était dit dès le départ, hein, avec nos collègues, de se retrouver là-dessus, et on peut ensemble faire une proposition. Après, bien sûr, il y a le jeu de navette, mais si la proposition est forte et qu'elle passe au Sénat de bonne façon, je pense qu'on peut retrouver des relais. C'est le genre de proposition de loi qui pourrait quand même nous unir. On parle quand même de 400 milliards. On ne parle pas de 2 francs 6 sous. Il y a la commande au service du pays. On parle de souveraineté numérique. On parle de ce que sera demain l'avenir de ce pays. Il y a quand même des enjeux assez fantastiques. De nos start-up, on est en train de pleurer à la French Tech et on les laisse partir, racheter par les GAFAM. On a encore des gens qui travaillent, qui ont de l'ingéniosité en France. Il faut les aider, et pas par les subventions à 2 francs 6 sous, par la commande publique. C'est un peu le but. Je suis désolé, je vais prendre votre question. Moi, à titre personnel, je vais devoir y aller parce que je pose une question d'actualité dans quelques minutes, donc je ne peux pas me permettre d'être en retard. Oui, bonjour, Bruno de Cotigny pour l'agence de presse médicale. Juste sur les achats hospitaliers, hormis la question des délais de paiement que vous avez brièvement évoqué tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres observations ou recommandations? Alors, très clairement, vous avez vu que figure une recommandation qui vise à donner les moyens aux établissements hospitaliers de pouvoir payer dans le délai de 30 jours, parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'un seuil dérogatoire de 50 jours, et parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des arbitrages à faire entre le règlement de facture et le paiement des salaires. Mais encore une fois, ça, c'est la responsabilité de l'État. Pour le reste, des recommandations qui en réalité bénéficient aux uns et aux autres. Quand nous évoquions le remplacement d'un titulaire sans mise en concurrence ni publicité préalable, là aussi, nous avons des acteurs hospitaliers qui nous disent nous, l'allotissement, ça peut être compliqué, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il faut des ressources humaines, il faut des moyens quand on est confronté à ce type de risque, parce qu'avec un établissement hospitalier, on ne peut pas se permettre d'attendre 1 an et demi pour voir les équipements attendus par les patients être en service. Donc c'est pas fléché spécifiquement établissement hospitalier, mais là très concrètement ça fait partie des mesures, et il y en a beaucoup d'autres qui vont aller dans le sens des intérêts qu'ils ont rappelés. De la même façon, sur les risques juridiques, là aussi ça pourra leur bénéficier. Ensuite,
par rapport aux questions de M. Johannes. Donc très clairement, l'un des objectifs que nous avions affiché dès le début de nos travaux, c'était d'avoir un rapport qui soit pensé comme une boîte à outils immédiatement mobilisable dans les semaines et les mois qui allaient suivre pour justement améliorer la vie des acheteurs publics et des opérateurs économiques. Nous avons bien répondu à cette première étape. Dans les 67 recommandations, mettons de côté évidemment celles liées à la révision des directives qui ne dépendent pas directement de nous, mais où nous avons malgré tout des leviers d'influence. Ensuite, sur beaucoup d'entre elles, elles peuvent soit être immédiatement applicables par voie réglementaire, soit par des modifications législatives. Donc je souscris totalement à ce que vient de dire monsieur le rapporteur, je ne serai pas plus long. Sur la question des seuils, très rapidement, en fait, le message clé qui était passé par les acheteurs publics, en particulier les élus locaux, c'est donnez-nous des marges de négociation, du pouvoir de négociation. Et donc en fait, on a systématisé ce pouvoir du premier euro jusqu'aux marchés les plus importants, en étant simplement aligné sur les seuils européens, c'est-à-dire qu'au-delà des seuils européens, vous avez les procédures formalisées où nous disons clairement que le principe de base, c'est le pouvoir de négociation, sauf exception, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on inverse la logique. Et en deçà de ces seuils, en fait, on est dans ce qui prévaut aujourd'hui pour les marchés en deçà de 40 000 euros, avec une particularité évidemment, c'est la publicité sur le profil d'acheteur et sur un support habilité à publier des annonces légales pour que les opérateurs économiques ne soient pas pénalisés. Parce que quand on parle de l'alignement sur les seuils, pour les travaux, ça monte à des opérations au-delà de 5 millions d'euros. Donc ça commence à peser et il est tout à fait normal pour nous que les TPE, PME des territoires aient l'information de ces marchés et donc puissent se porter candidate auprès du pouvoir adjudicateur de la collectivité locale. Et l'autre contrepartie de sécurité que nous offrons, c'est la demande de publication de la méthode de notation pour que les règles du jeu, là aussi, soient claires et que les TPE, PME, qu'elles répondent seules ou en groupement, puissent se positionner en toute connaissance de cause. Donc avec tous ces éléments, nous estimons être sur cette ligne de crête, parce que c'en était une, entre les attentes des pouvoirs adjudicateurs des acheteurs publics et les attentes tout aussi légitimes des opérateurs économiques. Ça nous semble être une solution de compromis équilibrée. Le prix aussi dans les notations, parce que pas que le prix. Oui. Alors, ensuite, il y a les méthodes de notation qui ne doivent pas automatiquement accorder la note maximale, notamment au prix le plus faible, parce que vous pouvez parfois proposer un prix qui va être 1 000 ou 2 000 euros en dessous et avoir 20 sur 20 si le critère prix est noté sur 20 ou sur 30, enfin peu importe. Là, pour nous, il faut retenir d'autres méthodes qui valorisent davantage, notamment les engagements en matière de responsabilité sociétale, environnementale. Et de la même façon, nous demandons que l'analyse des prix puisse se faire sur les prix hors taxe, parce que là aussi, il peut y avoir des distorsions de concurrence, donc pour garantir le maximum d'équité. Voilà, je te laisse poursuivre, Dany. Hein. Merci à vous en tout cas. C'est bien de passer troisième en QAG. Hein. Merci. Peut-être s'il n'y a pas de questions, moi j'aimerais dire un mot. Bonjour, Karine Daniel, sénatrice de Loire-Atlantique et vice-présidente de la commission. Je voudrais, au nom des sénateurs et sénatrices qui ont participé à cette commission d'enquête, féliciter le rapporteur et le président. Vous l'avez vu, le champ de travail sur la commande publique, il est immense. Il relève de champs et de seuils et d'acteurs qui sont innombrables. Et si on doit, en synthèse, peut-être, et vous l'avez très bien dit, retenir 2-3 grandes idées de ce qui va ressortir de ce travail, c'est que, 1, l'État doit être exemplaire sur ce sujet et doit être coordonné, volontariste. Et là, on peut constater qu'il y a un petit défaut. Alors, sans doute que les raisons sont multiples, mais ce sujet doit vraiment être considéré au plus haut niveau et comme un élément stratégique pour l'État. Et puis, c'est un sujet extrêmement important pour les collectivités territoriales. Et là, évidemment, notre point d'équilibre, il est évidemment sur un fil, parce que on doit laisser toute la capacité d'agir aux collectivités territoriales, car pour les collectivités, c'est aussi un levier important et extrêmement stratégique en termes de développement local. Mais l'État doit être
aux côtés des collectivités territoriales pour fournir les outils et la boîte à outils qui s'avère être la plus pertinente pour les acteurs de manière la plus décentralisée. Les outils au plan réglementaire et les outils au plan opérationnel, et ça c'est extrêmement important. Dans un contexte où on voit que notre espace de jeu, c'est le marché européen dans une économie mondialisée, et c'est tout l'enjeu, c'est tout l'intérêt. Et merci encore au rapporteur et au président Simon Husa qui a dû nous quitter pour ce travail, pour avoir piloté ce travail qui était évidemment extrêmement intéressant et aux multiples facettes. Et pour rappel, le marché de l'Europe, c'est plus de 2000 milliards d'euros. Imaginez la force de frappe. Si on met ça à l'échelle de l'Europe, on a de quoi faire, hein, à tout niveau. Hein. Merci à toi d'être présente. Avec plaisir. On va aller questions au gouvernement.